fût-ce seulement en parlant, mais pas seulement. Mais le mot de monde, le signifiant, comme on dit aussi, le signifiant monde, signifie, je crois, maintenant quelque chose qui est justement presque comme tout l'envers d'une globalisation, sans être pour autant une particularisation ou une localisation, mais c'est le signifiant d'une réalité, d'une effectivité de vie, d'existence, comme on voudra dire, opposée à une irréalité et de grand fantasmatique qui, de diverses manières, englobe tout ça et rend de plus en plus sensible une difficulté d'accéder au réel, c'est-à-dire aussi tout simplement avec un mot de Giorgio, de vivre. Bien. Alors, le texte que j'ai décrit est beaucoup trop long, donc je vais le raccourcir beaucoup en résumant de manière vraiment drastique, expéditive, tout ce qui en fait en quelque sorte la première partie. Et la suite va constituer à essayer de saisir un certain nombre d'opérations précises dans le trajet de Giorgio, de Homo Sacer, ou Sacer, à ces différences entre vieux latin d'église et latin moderne. Donc, j'ai intitulé cet exposé Restitution, comme vous avez vu. Évidemment, c'était pour susciter un peu d'irritation ou alors un peu d'humour, puisque évidemment, apparemment, c'est une manière de retourner la destitution qui est un des maîtres mots de Giorgio, puisque maître mot, le discours de Tarnac auquel je me réfère s'intitule « Vers une théorie de la puissance destituante ». Et ce mot destitution trouve aussi maintenant être passé dans certains des discours qui accompagnent ce qui se passe, disons. Bon, mais alors, je veux dire, premièrement, mon intention n'est pas d'opposer une restitution à une destitution. Non. Mon intention, je veux dire, est plutôt, une fois le jeu passé, mais d'indiquer aussi justement qu'il faut peut-être, et de plus en plus souvent, s'efforcer de se situer ailleurs que dans les oppositions, renversements, etc. Ailleurs, dans un endroit où, je dirais, mes premiers points, nous sommes tous ensemble. C'est aussi un aspect de ce que j'appelle cette politique philosophique, qui n'est justement pas une philosophie politique, dans laquelle nous sommes tous ensemble, ça ne va pas plaire à Giorgio, mais tous ensemble, peut-être chacun complètement isolément, dans un ensemble qui est néanmoins un ensemble. Giorgio lui-même le dit dans ce texte de Tarnac, il dit que il me semble que c'est cette puissance destituante que la pensée du XXe siècle a essayé de penser sans y réussir vraiment. Il précise ensuite qu'il ne prétend pas y être arrivé vraiment, et c'est peut-être pas seulement une modestie convenue d'auteur, mais en tout cas, ça veut dire qu'il entend mener plus loin et en essayant d'aller peut-être jusqu'à un certain point d'arrivée, au moins, quelque chose qui a été le fait d'un mouvement d'ensemble. Et en effet, je crois que non seulement ça a été, mais c'est toujours
Nous sommes toujours dans ce qui est donc plus seulement la pensée du XXe siècle, mais la pensée du XXIe siècle. Et peut-être que ça va prendre encore beaucoup de temps. Nous sommes toujours dans une situation, je dirais, qui revient à se préoccuper justement avant de toute destitution ou restitution, ou institution, ou constitution, substitution ou prostitution, à s'occuper de la stitution elle-même, si je peux dire. De même qu'ailleurs, bon, j'ai proposé de le faire, c'est le faire, c'est pas créer des mots, là, c'est juste indiquer peut-être ce qui vient, et si on soustrait toutes ces déclinaisons et toutes ces modalisations, justement. Mais ce qui vient, par exemple, ce qui vient après déconstruction et construction, c'est struction. Ça dit quelque chose, quand même. Ce qui vient ici, c'est stitution. Stitution, c'est-à-dire tout simplement status, stato, l'état, stabilité, le Gestel de Heidegger, tout ce que Philippe Lacoue-Labarthe a longuement analysé et mis en jeu, en particulier avec le mot de la stèle. Tout ce qui relève aussi peut-être de la stance, et j'ai pensé qu'il faudrait aussi peut-être aller faire un jour un autre détour par les stances de Giorgio. Mais qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Est en jeu quelque chose qui est peut-être tout simplement ce qui se tient debout en général. C'est frappant d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a un nom qui a été donné, Nuit debout. Et on peut s'intéresser au choix de ce mot debout. Bon, je ne vais pas le faire là maintenant, mais enfin, si je le fais ça, très rapidement, debout, c'est toujours la stature, hein, la stature droite, qui est d'ailleurs l'un des éléments qui caractérise justement l'homme de l'anthropogenèse accomplie, c'est accompli au moins en tant au sens où on peut distinguer une espèce Homo sapiens sapiens, il se caractérise par la station debout. Et qu'est-ce que c'est que le debout? Qu'est-ce que c'est que ce qui est posé et qui se tient sur soi? Est-ce que ça n'est pas toujours quelque chose qui, du fait même qu'il se tient debout, tremble, vacille, ou est au bord du déséquilibre, comme on sait que la marche, qui est quand même ce que aussi la station debout doit permettre, la marche s'analyse comme un constant déséquilibre, un constant retour à un déséquilibre par rapport à un point d'équilibre qui lui-même, pour autant que la marche continue, n'est jamais installé, stable. Et c'est là aussi qu'on trouve un mot qui a une grande importance dans l'archéologie de Giorgio, la fameuse stasis grecque, qui signifie arrêt, interruption de la cité. Et on reviendra tout à l'heure à l'analyse qu'en fait Giorgio. Mais cette stasis, cette stase, c'est aussi bien pour nous, dans le langage médical moderne, c'est aussi bien un état d'engorgement et, du coup, de crise. Alors, la stasis, c'est une crise. C'est comme il y a très longtemps, j'ai découvert le sens grec politique du mot stasis. Je ne comprenais pas comment ce qui était arrêt pouvait être en même temps crise, déchirement. Oui, parce que ça arrête, ça immobilise quelque chose qui, par conséquent, doit peut-être être compris comme pas immobile, comme étant, au contraire, essentiellement mobile ou labile, à savoir peut-être justement l'état.
Bien, je passe très vite là-dessus. Je veux dire simplement, voilà, nous sommes peut-être tous préoccupés depuis, en effet, au moins le XXe siècle, et peut-être que ça a commencé un tout petit peu avant, par la question d'une crise ou d'une vacillation, d'un ébranlement peut-être inhérent à toute espèce de stase, de station, de statut, d'état. C'est par rapport à cela, alors que Giorgio propose l'index, je dirais, d'une destitution, d'une puissance destituante qui, alors il tient à le souligner, n'est pas un pouvoir destituant qui serait inscrit dans une constitution, une constitution qui peut prévoir la destitution, par exemple, de la présidente actuelle du Brésil, puisqu'elle est menacée d'une procédure de destitution. Mais une destitution qui, je dirais, serait justement non pas le contraire de l'institution, parce que la destitution juridico-politique consiste à désinstituer ce qui a été institué. Bon. Mais elle est prévue par la loi. Toute constitution prévoit les conditions d'une destitution de telle ou telle autorité constituée par la Constitution. Au contraire, pas au contraire peut-être, mais par la destitution, je pense que Giorgio veut entendre autre chose, à savoir l'ébranlement même de la stabilité supposée, présumée, au fond, de toute espèce de substantialité. Parce que peut-être que derrière toutes les stases, états, statuts, estelles, etc., il y a toujours, oui, celle qui est dessous, c'est-à-dire la substance. Bon. Et la substance, c'est là que Giorgio se veut spinozien, n'est-ce pas? La substance ne se comprend, et je crois qu'on peut tout à fait s'accorder avec cette thèse, qui est à peine une thèse, qui est sans doute au moins le point de départ d'une lecture correcte de Spinoza. La substance ne se comprend que, comme la totalité infinie d'ailleurs de ces modes, et donc se comprend elle-même comme sa propre modalisation. Eh bien, là, c'est précisément du côté de la modalisation qu'il s'agirait de chercher une destitution qui toucherait alors non pas à la Constitution déjà donnée, ni même autre aspect que je laisse complètement de côté ici, ni même au pouvoir constituant, ce qui est évidemment une énorme question du point de vue d'une action politique, mais je la laisse de côté, une destitution qui toucherait à la stase et à la stance elle-même, qui toucherait au fond, à toute espèce d'être en tant que position. Et c'est cela qu'il appelle non pas sortir de l'institution de la constitution politique, mais, là je cite, déplacer les lieux mêmes du politique. Déplacer donc vers des lieux qui ne seront plus exactement des lieux, au sens où justement à tout statut, à tout établissement, à toute institution, il faut un lieu sur lequel elle se pose, mais qui seront ce qu'il appelle les formes de vie. Bon. Il faut donc entendre d'un même mouvement, et c'est tout à fait le mouvement que suit le texte dont je parle, et c'est, je crois, oui, bien le mouvement que suit l'ensemble de l'entreprise Homo Sacer. Il faut penser ensemble l'ontologie modale et la politique déplacée. On ne peut pas déplacer la politique sans se déplacer à l'intérieur d'une ontologie qui ne soit plus substantielle, donc de cette façon qui ne soit plus une ontologie de l'être. Et ici, évidemment, tout de suite,
surgit le petit index heideggerien. Qu'en est-il du rapport de cette entreprise, celle de Agamben, avec celle de Heidegger? Évidemment, il y a au moins une parenté certaine. Cette parenté qui pourtant n'est pas marquée comme telle, mais enfin, pas marquée, et qui est marquée aussi, on y viendra tout à l'heure. Elle a au moins cette racine commune, que l'être ne soit plus étant, c'est-à-dire au minimum stable, posé, substantiel. Chez Heidegger, ça connaît beaucoup de variations, la plus importante à mon sens étant l'exigence de penser être comme verbe, et comme verbe transitif, mais c'est aussi l'exigence la moins développée par Heidegger lui-même. Chez Giorgio, c'est presque plutôt une manière, en parlant d'ontologie modale, de ne plus, au fond, de ne plus parler d'être. Ou peut-être, mais ça, peut-être, tu pourras le dire ensuite dans la discussion, peut-être de parler d'être uniquement, en effet, de façon verbale, mais sans même en avancer la proposition d'une forme de vie. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être être, c'est être, mais au sens d'exister, de telle ou telle manière. Bon, en tout cas, il s'agit d'ébranler toutes les stabilités, non pas pour justement constituer une nouvelle, mais bon, pour essayer de penser, mais alors d'une pensée qui, évidemment, s'engage elle-même, comme toutes nos pensées, c'est ce que je voulais dire en commençant, qui s'engage à une effectivité. Pas seulement penser, une sorte de non-substantialité ou de non-stationnalité, mais la mettre en marche, pour ne pas dire en œuvre, parce que, précisément, on le sait, on va aussi avoir affaire à un certain désœuvrement. Alors, voilà, là j'ai complètement abrégé ce qui était déjà peut-être pas assez, ce qui était la première moitié de mon discours. Maintenant, donc je veux en venir à essayer d'examiner certaines, au moins les plus importantes à mes yeux, opérations qui permettent à Giorgio d'en venir à disons, ce que je viens d'essayer de caractériser comme sa proposition finale. Quelles sont les opérations préalables? C'est-à-dire, en effet, d'une certaine manière, peut-être comme Nish-Kanjipour l'a évoqué tout à l'heure, j'ai essayé de faire quelques éléments d'archéologie, de l'archéologie de Agamben, mais peut-être moins une archéologie qui voudrait fouiller encore plus loin par derrière que de voir sur quoi ça repose, parce que ça repose quand même sur quelque chose. Parce que, il avance, comme tout le monde, de point en point. Bon, la marche connaît aussi ses stations. Les stations qui sont d'ailleurs aussi quelque chose à propos de quoi on pourrait interroger la mystique musulmane. Peut-être moins chiite que sunnite, enfin soufi en tout cas. Bon. Qu'est-ce que c'est que les stations dans une montée vers, et pourquoi faut-il passer par des stations? Bon, mais je laisse ça. Donc il y a quand même certains points de repère sur lesquels on peut s'interroger. Alors, je vais prélever simplement 5 points, et j'essaye de traiter chacun de manière schématique. Le premier point qui est préalable à toute l'entreprise est, je dirais, un point négatif, parce que Agamben ne l'évoque pas vraiment, ne le développe pas. Ça tient à l'absence de toute considération sur
l'apparition même de la politique et sur les conditions de cette apparition. C'est-à-dire que, justement, dès le début de ce discours, encore une fois exotérique, mais de Tarnac, il dit politique occidentale, mais sans expliquer pourquoi la politique occidentale serait une autre politique que une ou plusieurs autres politiques qui seraient orientales, par exemple. Et à ce moment-là, je dis tout droit que je crains que Agamben risque de partager ce que Arendt appelle le préjugé fondamental qui s'énonce « la politique aurait toujours existé ». Et Arendt objecte à cet endroit-là, c'est-à-dire c'est dans « Qu'est-ce que la politique ?» À l'inverse, Aristote, c'est-à-dire Aristote témoigne de ce qu'il n'y a pas toujours eu politique, et en général l'origine du mot politique, c'est-à-dire polis pour la cité. Pour ma part, je crois vraiment difficile de ne pas partager la remarque de Arendt, à moins de déclarer clairement, mais alors il faudrait le faire, qu'on étend le mot politique à toute espèce de fonctionnement de la collectivité. Et c'est au fond ce que tend à faire Agamben. Politique désigne tout fonctionnement de la collectivité, au sens où on continue à parler de politique, puis quand on déplace la politique. Et en même temps, politique occidentale fonctionne quand même peu ou prou comme une sorte de tautologie, parce que justement, on ne voit pas très bien comment il y en aurait d'autres, et tout ce qui est analysé de la politique, c'est la politique grecque, c'est la cité grecque, c'est la police. Donc, je dirais, police et Occident sont peut-être en effet aussi synonymes que philosophie et Occident, et ce qui n'est pas occidental, à supposer qu'il y en ait, il y en a peut-être, il y en a eu en tout cas, ça c'est sûr, ce qui n'est pas occidental n'est peut-être ni de l'ordre de la police, ni de l'ordre de la philosophie. Question d'ailleurs qui était encore une fois une question qui est présente, on pourrait dire, tout le long de la pensée de Heidegger. Or, alors, je dirais, qu'est-ce que c'est que la police? Sinon, alors là, je dis à mes yeux, sinon ce qui s'invente lorsque sont disparues, dépéries ou destituées les formes d'organisation collective fondées de manière théologique. C'est pour ça que je suis toujours très rétif à l'utilisation du terme de théologie politique, comme Nietzsche le sait, on a discuté, parce que, je dirais, c'est de deux choses l'une, où il y a théologie, où il y a politique. S'il y a politique, il n'y a pas théologie. Il peut y avoir toutes sortes de ressources, de recours, bien entendu, et le sabre et le goupillon font très bon ménage, comme nous savons, c'est pas du tout la même chose. C'est pas ce qu'on peut appeler une théocratie. Donc, ou bien il y a des formes d'organisation collective fondées de manière, disons, théologique, ou sacrée ou sacrale, les formes sacrificielles, les formes théophaniques ou théocratiques, chamaniques, consécratoires, tout ce qu'on voudra. Dans toutes ces formes, l'organisation et la loi sont données avec une autorité sacrée. Elles sont nées par elle ou même comme elle. Ou bien, plus exactement, ce qui fait le sacré, c'est justement le fait que c'est donné. Et cet être donné procède d'une donation immémoriale, inassignable. La politique, en revanche, se définit par le non donné, comme la philosophie. Le non donné, qui est le non donné des principes et des fins. Ou plutôt, même si on raffinait vraiment, on devrait dire, l'idée même de principe et de fin n'apparaît qu'à partir du moment où quelque chose est retiré, c'est-à-dire le principe même du sacré en général. La politique donc occidentale ou non, mais la politique étant occidentale, à ce moment-là par définition, provient de cette déshérence.
donc de tout ce thème du retrait des dieux, de l'absence des dieux, de la mort des dieux, par rapport à quoi la mort de Dieu n'est qu'un événement, je dirais, intra-métaphysique beaucoup plus tardif. On peut comprendre à ce moment-là, en effet, que la politique grecque donc, apparaisse comme une capture, c'est le mot de Giorgio, capture de la vie. Car de fait, en effet, il y a un retrait, il y a un suspens, on n'a plus rien pour poser et reconnaître un ordre un ordre sacré de sens, et il faut inventer. Alors, cette invention, en effet, ne peut que comprendre une sorte de geste de prise. On prend quoi? Je ne dirais pas la vie, je dirais on prend l'ensemble des gens qui quoi qu'on en ait, vivent ensemble. Et peut-être à partir de ce moment-là, justement, le vivre ensemble devient un problème. Vivre ensemble parce que c'est comme ça. Mais justement, cet ensemble n'est pas donné. Et pourtant, en même temps, ils sont les uns avec les autres. Ils se cognent les uns aux autres, ils se frottent les uns aux autres. Bon. Donc il faut inventer. Ça s'appelle isonomie, cité, police, magistrature, etc. Donc, on pourrait le dire dans ces termes, si vous voulez, on organise ce dont l'organisme a dépéri ou est parti. Et c'est d'ailleurs pourquoi la question du caractère sacré du pouvoir, mais peut-être que là, il faudrait ouvrir toute une réflexion sur sacré et sacré. Bon, et là, je laisse ça complètement de côté. La question du caractère sacré du pouvoir et celle d'une religion civile n'ont pas cessé de hanter l'histoire de la politique jusqu'à la fin que peut-être nous sommes en train de traverser, en espérant que peut-être on traverse, oui. Agamben, cependant, ne pense pas dans cette direction. Il se trouve tout de même que c'est à des références judéo-chrétiennes qu'il a recours, on va le voir plus tard, pour établir le principe de ce qu'il appelle le désœuvrement, au nom duquel il mobilise la destitution, à quoi on va venir plus tard. Voilà pour le premier préalable. Le deuxième préalable tient dans l'affirmation majeure, la politique capture la vie et la divise d'avec elle-même, selon la précision que Giorgio donnait tout à l'heure en répondant à Nouch. La vie, c'est la vie divisée d'avec elle-même qui est la vie nue, et qui n'est pas donc la vie réduite simplement à sa naturalité, mais c'est la vie séparée de la possibilité d'avoir ses formes propres. C'est-à-dire, au fond, si je comprends bien, la vie nue, c'est la vie qui ne peut pas se former, qui ne peut pas donc se donner des formes, se mettre en forme. Donc, ainsi, la vie se trouve, c'est ça la capture, pour lui, la vie se trouve incluse dans la politique par l'exclusion où elle y est contrainte. Donc la vie, il faut comprendre que la vie n'est pas politique par elle-même. Et ça, c'est ce qui est affirmé. La vie n'est pas politique par elle-même. Et ça capture la politise. Dès ce moment-là, d'ailleurs, je dirais, alors, si la vie n'est pas politique par elle-même, il faut se demander quel est le régime dans lequel on peut déplacer les lieux de la politique, puisque en même temps, forcément, il s'agit pourtant de la vie, et donc, comment s'agencent les deux énoncés? Bon. Mais restons-en là, la vie n'est pas politique, ça capture la politise, et donc le retour à une vie douée de ses formes propres, plutôt de la capacité, de la puissance de se former, de se donner ses formes propres, donc, qui doit être lié toujours, pour Agamben, à ce qui est au fond de la vie en termes politiques et qui s'appelle anarchie et anomie. Anarchie et anomie dont nous ne pouvons pas même, précise-t-il, avoir une saisie, je dirais, correcte, aussi longtemps, justement, que la capture politique nous défigure l'anarchie et l'anomie propres à la vie. Donc il y a tout un chemin à faire pour se déprendre de la capture et retrouver la vie qui, justement, est anarchique et anomique en elle-même,
dans la mesure où, précisément, ça la met en possibilité de se donner des formes, de s'inventer des formes. De s'inventer. Je dirais, il y a peut-être presque ici comme une sorte de gigantomachie entre les Grecs et Agamben, du point de vue de l'invention des formes. Ce que Giorgio analyse comme capture chez les Grecs, que je pense qu'on peut très bien voir comme invention de formes, qui sont d'ailleurs des formes de vie dont Aristote parle, on en parlera. Eh bien, au fond, c'est la même chose. C'est la même chose que beaucoup plus tard. Bien. Alors oui, l'anarchie et l'anomie. Bon, que je crois qu'on peut comprendre justement, c'est peut-être ça, peut-être anarchie et anomie se valent d'abord pour nous à travers le prisme politique, disons, par leur privatif. Ah, donc il n'y a pas d'autorité et il n'y a pas de loi. Alors que ce que Agamben veut faire penser, c'est que la vie, paraît dans son anarchie et son anomie intrinsèque et en quelque sorte originaire, serait justement la possibilité et la puissance de se former, de s'inventer des formes. Oui, et je disais, voilà, c'est ça, j'ai perdu la tête. Non. Je disais que je voyais là comme une sorte de reprise au fond, de la nécessité d'une invention. Au fond, Agamben serait comme un nouveau Solon, mais qui ne voudrait pas du tout instituer une police. Le Solon d'une apolis. Bon, je m'arrête parce que la police me ferait penser à autre chose. Bon, alors, ou bien, alors il faut comprendre, si le déplacement n'a pas lieu à l'intérieur d'un espace qui resterait plus ou moins politique, et là quand même, où on pourrait avoir une espèce de Solon Agamben, ou bien il faut comprendre que le déplacement revient à une métamorphose. C'est d'ailleurs pourquoi il s'agit du politique, c'est-à-dire de ce masculin qui est une sorte de généricité sournoise, je trouve étrange, peut-être même légèrement perverse, et je peux le dire parce que j'en ai aussi beaucoup usé, de ce masculin du politique qui désigne une sorte d'essence subtile que la mauvaise, féminine, politique occidentale aurait en quelque sorte elle-même capturée. Avec la vie serait capturé le politique, et que lui-même aujourd'hui qui ne cesse pas de faire retour comme avec la signification la plus vague souvent et la plus étendue de cela dans quoi tout peut au fond tout peut se réaliser, de ce que la politique, même quand elle n'est pas, ce qui est pire que tout, politicienne, empêche de se réaliser. Bon, je ne m'arrête pas plus sur ce masculin, mais je pense que l'obscurité de cette différence de genre à propos du mot politique ou des emplois multiples de politique est un des éléments et parmi les plus obscurs et les plus problématiques de tout cet effort de la pensée contemporaine auquel Giorgio renvoie. Et à ce moment-là, si donc on sort au fond tendanciellement d'un espace politique, si le déplacement est en fait une métamorphose, alors le déplacement, l'horizon du déplacement et le régime dans lequel il se passe, ce n'est plus politique, mais il se confond avec l'ontologie. Et comme on va le voir, il faut bien en venir à l'ontologie. La capture, donc pour revenir à elle, est caractérisée par un effacement des conditions particulières au profit d'une citoyenneté générale. Le particulier, restreint à l'oikos, endosse une vie divisée. La zoé, vie de l'entretien et de la reproduction, est séparée du bios, qui est
lui, proprement censé être la vie politique. Ça, c'est à peu près une citation. Le schéma est séduisant, mais je ne crois pas qu'il corresponde ni à ce qu'on trouve chez Aristote, pour se limiter à lui, et puisqu'il est fait référence à lui, ni à ce qu'on peut raisonnablement conjecturer. Et là, c'est là que j'ai eu un point de questionnement, de résistance sur l'archéologie, le point archéologique que fait Agamben, parce que d'une part, l'oikos est déjà lui-même une espèce, sinon une forme, de gouvernement. Il est, Aristote le précise dans la politique, il est comme une monarchie. C'est-à-dire qu'on doit se demander s'il y a quelques groupements que ce soit qui soient sans la moindre institution ou constitution. C'est-à-dire que l'institution ici, même comme celle de l'oikos, n'est pas forcément si dépourvue de toute forme, justement, de, encore une fois, institution. Bon, je crois que là, non. Non. Alors, donc, on doit se demander s'il y a quelques groupements que ce soit qui puissent se faire sans un minimum de institution. Ce « un » fut-il aussi inframince, pour parler comme Duchamp, qu'on peut le penser. Donc on toucherait ici de nouveau à la question du sens plus large de politique, à la question, je dirais dans les termes de Deleuze, à la question du « partout il y a de l'État », qui est une phrase de Deleuze. Bon. Donc on toucherait aussi, du coup, et ça serait pris dans cette même question, à la question d'une ontologie de l'être à plusieurs, qui n'est pas simplement l'être du seul à seul. Donc la stasis, la mise en crise de la cité, doit-elle se comprendre comme démarcation et seuil de politisation, c'est l'expression de Agamben, ou bien comme stase, crise et tension, instabilité foncière, on va dire, à l'intérieur de la possibilité générale d'un ensemble quel qu'il soit, je dirais peut-être dès lors que cet ensemble n'est plus tenu par une autorité sacrale, et j'ajouterai que, mais là on ne va pas du tout évidemment s'avancer de ce côté-là, j'ajouterai que même dans les ensembles qui sont théocratiques, pour faire simple, bon, et la possibilité de l'instabilité est aussi toujours présente et donnée de plusieurs manières. D'autre part, Agamben relève à juste titre que le bios politikos n'est possible que dans la cité, bien sûr. Mais il n'y représente qu'une des formes possibles de bios. C'est ce que dit Aristote, en tout cas. Les autres sont la recherche du plaisir, ou bien la recherche du bonheur, auquel on va revenir. Et il y a une quatrième forme, même chez Aristote, qui est la recherche de la richesse, mais qui est justement pour Aristote, c'est extrêmement ironique en quelque sorte, qui est tellement basse, tellement inintéressante qu'elle est reléguée, elle est mentionnée en quelque sorte à la marge. Toute forme de vie, pour Aristote, s'exerce dans la cité, mais une seule se consacre à la cité comme telle, le bios politikos. Et celle qui se détache le plus proprement comme vouée à la Sophia représente en fait la destination la plus propre de l'homme. Donc celle qui se destine au fond à la contemplation, à la théoria, bon, dont la nature finale sera dite divine par Aristote. Or cette destination propre, elle est délaissée par Agamben, bien que tout invite et tout montre tout invite à penser, je dirais, tout montre qu'il s'y conforme lui-même. Donc, où passe exactement la différence entre la contemplation, oui, disons, en effet, plutôt plotinienne, de Agamben et celle d'Aristote. Et comment se fait-il qu'on ne s'aventure pas plus dans cette direction chez Aristote? Au contraire, c'est exactement là qu'il se sépare d'Aristote, et il se sépare justement sur
pas exactement explicitement d'abord sur le point de la théoria, qui est lié à l'eudaimonia, on va y revenir, mais sur le point où Aristote s'est demandé si l'homme pourrait, par hasard, être dépourvu d'ergone, d'exercice propre, et donc être, c'est le texte d'Aristote, être argos, sans œuvre propre, à la différence de tous les autres vivants. Agamben s'empare du mot argos, c'est là, voilà, c'est le point de cette station-là, et il en fait la thèse, il fait une thèse de l'hypothèse posée comme intenable par Aristote. Aristote dit qu'on ne peut pas se représenter qu'il soit argos. Et au fond, Agamben dit, mais si, justement. Voilà. C'est ça qu'il faut saisir, c'est que l'homme est argos, il est en quelque sorte d'emblée hors de l'exercice propre d'une activité qui serait sienne par destination et donc en plus hors de l'œuvre, de la mise en œuvre. Avant même qu'il s'agisse d'œuvre faite, l'Assemblée générale a décidé de poursuivre sans président. Mais on t'admet néanmoins à la place de président, mais en tant que destitué. Non, mais aujourd'hui, l'université, les gens qui travaillent dans l'université, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, sont menacés dans leur autorité par la sécurité et l'administration. Et ça devient pas possible et inacceptable. Et donc, ils ont leur rôle, mais ils n'interviennent pas dans l'Assemblée, où s'ils doivent intervenir, ils me le disent, et moi je demande aux gens de s'asseoir. Donc là, je suis en train de protéger l'Assemblée de l'université. Ah oui, mais le protecteur est tout à fait autre chose que le président. Le protecteur est quasiment divin. Non, bon, mais on s'est entendu finalement. Bon, c'est bien. Bon, merci. Merci, Féti. Donc, c'est là que Agamben affirme que l'homme est sans œuvre, argos si vous voulez, ou plus précisément, qu'il a à désœuvrer les œuvres. Ce qui était évidemment un peu différent, parce que le désœuvrement des œuvres est au fond la face opératoire de ce qui est plus largement désigné comme la destitution. Non, sans s'arrêter pour le moment à savoir comment on peut désœuvrer les œuvres, sans évidemment présupposer que les œuvres sont données, mais on va venir à ce mouvement qui est celui d'user comme n'usant pas. Je m'arrête quand même alors du point de vue justement archéologique, sur le fait que le mot argos, qu'emploie Aristote à cet endroit-là, signifie plutôt en grec stérile, incapable, inapte, que simplement sans ergon. Bon. En effet, le mot est formé par le privatif avec le reste du mot ergon, d'accord. Mais c'est quand même ça le sens du mot, et c'est toujours comme tâche, effectuation d'une fin, et en quelque sorte technique en général, que œuvre est comprise, œuvre ergon est compris par Aristote. Or, il se trouve qu'à cet endroit-là, Aristote n'a pas employé un autre mot qui serait beaucoup plus proche, je pense, au moins de l'esprit du désœuvrement agambénien, qui est le mot que nous connaissons bien, très bien, qui est le mot scolé. Justement, la scolée de l'homme va venir, au fond, comme possibilité, je dirais, opératoire, va venir exactement à l'endroit où il va être question de la destination de l'homme qui n'est ni le plaisir ni la vie politique et que Aristote appelle le bonheur. Non, plutôt, le bonheur couvre tout, mais la troisième destination, celle de la théoria, de la sophia, est celle qui réalise le plus proprement ce que, encore une fois, Aristote appelle eudaimonia, bonheur, on va y revenir. Bon. D'une deuxième façon
donc solidaire de la précédente, justement, solidaire de celle par laquelle Agamben a prélevé Argos sans donner accès, je dirais presque, à Scolé. Scolé, oui, je ne vais pas préciser, peut-être pour ça, Scolé qui est à l'origine de notre mot école, et qui est la situation de disponibilité, de loisir, mais pas du tout au sens des loisirs modernes, de l'homme libre, qui, par conséquent, peut s'adonner, par exemple, à la philosophie. Donc, d'une deuxième façon, Agamben, à ce moment-là, détourne quelque chose d'Aristote. Il garde de lui le mot eudaimonia pour désigner la fin qui est visée par toutes les formes de bios. Et il traduit, comme on le fait le plus souvent, ce mot par bonheur. Il se trouve que la traduction de eudaimonia, et surtout chez Aristote, mais pas seulement chez lui, par bonheur, est une traduction qui pose des problèmes redoutables, qui a été énormément discutée, et que on peut signaler, enfin plusieurs hellénistes, traducteurs ou pas traducteurs, l'ont fait, que dans eudaimonia, il y a du daimon, du divin ou du démonique, et qu'on peut aller jusqu'à comprendre le mot eudaimonia comme l'idée d'un tour favorable, engagé ou impulsé par un bon génie, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une très grande question à travers toute l'Antiquité, que ce que c'est que le génie de quelqu'un, ce génie qui est devenu ensuite un ange gardien ou un diable tentateur chez nous. Donc, je dirais, on retrouverait ainsi en asymptote quelque chose comme le caractère divin de la suprême vie théorétique. Comment se séparent au juste les perspectives d'Aristote et d'Agamben, puisque Agamben maintient l'eudaimonia, traduite par bonheur, ce qui est, à mon sens, une traduction encore qui, dans la manière dont nous entendons le mot bonheur aujourd'hui, reste peu insuffisante et fait trop allusion à la satisfaction d'une attente subjective, le bonheur, qu'à la réalisation de quelque chose impulsé par un génie. Un génie bon ou mauvais, mais propre, en tout cas. Donc c'est une question que je pose à propos, en terminant avec ce second point. Le troisième point, ou préalable agambénien, il vient plus tard dans l'histoire et dans le discours de Agamben, comme si, en effet, après la capture grecque et philosophique, politique de la vie, était atteint avec le christianisme, ou le judéo-christianisme, un autre seuil inverse par où se découvre le sens de la destitution. Ici, il y aurait évidemment toute une question à poser sur l'histoire en général. Archéologie, très bien, mais archéologie qui procède par ponction isolée le long d'un continuum historique, n'empêche pas qu'on puisse se demander comment le second moment vient après le premier. Pourquoi le christianisme après la cité grecque ? Je crois qu'on peut un peu essayer de répondre à ça. Et en particulier d'y répondre par quelque chose qui relève d'un certain échec, sans doute, de la cité grecque, de la politique grecque, et de son échec par entraînement dans autre chose, qui est peut-être une autre politique ou une autre forme de la politique, et normalement qui est le monde romain. Alors on dira aussi le monde du droit, et c'est précisément aussi de cela qu'il s'agit de sortir. Mais simplement, je demande pourquoi ne pas s'interroger sur comment le christianisme arrive, parce que le christianisme, il ne tombe pas du ciel, tout chrétien qu'il soit. Il vient de la terre comme tout le reste, comme nous tous. Or, alors, pour Agamben, il s'agit de Paul, considéré comme accomplissant la tradition messianique par l'affirmation d'une désactivation de la loi. Voilà, et là est prononcé
un autre terme très très important, le terme destitution, désactivation et désœuvrement. En quelque sorte, si je vois bien, c'est le trio qui doit pas gouverner, mais qui théoriquement commande toute l'affaire. Autrement dit, la destitution des œuvres du pouvoir et pas simplement leur abolition. Ça, c'est une citation. Donc, avec Paul, on peut apprendre qu'il est possible de désactiver la loi sans l'abolir. Ou bien être dans le monde comme n'étant pas du monde. Bon, cette très fameuse formule de Paul est reprise et citée par Giorgio, et elle porte en effet une indication sans aucun doute cardinale pour toute notre tradition. D'ailleurs, je pense qu'elle a traversé toutes nos pensées, d'une certaine manière, qu'on peut le montrer même pour Descartes, même si ça paraîtrait paradoxal, mais je ne peux pas m'arrêter dessus, que Descartes qui ne cherche pas autre chose qu'à changer et purifier notre regard sur le monde. Elle est approuvée par Nietzsche, alors là très expressément, qui parle à ce propos d'une expérience au cœur. Et c'est bien, je crois, dans ce sens nietzschéen que s'avance Agamben lorsqu'il dit qu'il faut, je cite, apprendre à faire usage de sa condition, c'est-à-dire à la désactiver, à la rendre inopérante par rapport à moi-même. Inopérante par rapport à moi-même. C'est, à mon sens, du moins dans ce texte, c'est l'index qu'on a qui permet de comprendre la désactivation qui n'est pas abolition et par conséquent la destitution qui n'est pas opération juridico-politique. C'est rendre inopérant par rapport à moi-même. C'est-à-dire, je peux faire tel ou tel geste de la vie, par exemple acheter une maison, puisque c'est l'exemple que donne, puisque Giorgio ajoute la maison à Saint-Paul, qui ne parle pas de maison, qui parle d'acheter en général. Je peux acheter une maison et rendre inopérant par rapport à moi-même quoi non pas l'achat, puisque quand même, mais le rapport de propriétaire que j'ai à la maison. C'est ça qui est en jeu. Et c'est très remarquable parce qu'en effet, je pense que nous sommes peut-être, Giorgio et moi, d'une génération pour laquelle je dirais, génération de gens de gauche, bien entendu, pour lesquels ça a été une sorte de mantra perpétuel de ne pas se sentir propriétaire. On est tous plus ou moins passés par là. Sauf ceux qui, justement, n'ont jamais voulu le devenir. Bon, ça aussi. Mais tous ceux qui, c'est aussi mon cas, sont devenus propriétaires, ont beaucoup tenu à dire qu'ils ne se sentaient pas propriétaires. Mais, en effet, par exemple, si on a acheté une maison pour l'habiter, c'est pour l'habiter. C'est pas pour en faire du profit en la louant ou en la revendant et engranger la plus-value. Certainement, bien sûr. Est-ce que ça suffit à désactiver le fait d'être propriétaire de la maison? Ça pose peut-être, je sais pas, quelques autres problèmes, en particulier, par exemple, s'il doit être question d'héritage, je ne sais pas. Bon, mais je retiens seulement ceci, qui est en effet, je pense, très très important, c'est que la désactivation est une opération spirituelle. Comment la nommer autrement? Pour Paul, il s'agit bien d'ailleurs d'user du monde comme n'en usant pas. Mais qu'est-ce qui suit chez Paul? Petite fin de phrase qui ne se trouve pas chez Agamben. Il faut user du monde comme n'en usant pas, car elle passe la figure du monde. Au fond, la question sur ce point serait de demander à Giorgio comment tu comprends le passage de la figure du monde. Et pourquoi aussi tu ne le cites pas? Enfin, je ne cite pas à cet endroit, dans ce discours de Tarnac, peut-être ailleurs. C'est pas. Donc, si la désactivation est une opération spirituelle, est-elle pour autant capable d'une destitution, désactivation, désœuvrement de la politique? Si on va jusqu'au bout de Paul
la politique doit être totalement en bloc indifférente, et une des grandes affaires de toute l'histoire du christianisme, ça aura été justement de ne jamais arriver à se déprendre véritablement de la politique. Alors quelquefois au contraire, mais en même temps de toujours aussi chercher à revenir à cette déprise qui est fondatrice aussi dans le christianisme, rendez à César, etc. Et qui est évidemment de provenance juive très évidente dans le judaïsme d'après la monarchie et le temple. Donc, s'agit-il de désœuvrer les œuvres du pouvoir, seulement, c'est ce qui a été dit à un moment, ou bien s'agit-il de désœuvrer toutes les œuvres, mais où commence et où s'arrête, je dirais même la notion d'œuvre. Or, une question viendrait ici de l'usage introduit dès longtemps par Blanchot du terme désœuvrement. Alors, j'entends bien qu'on peut se servir du terme sans référence à Blanchot, mais tout de même, le terme introduit par Blanchot depuis très longtemps, désœuvrement, qui d'ailleurs n'avait jamais eu avant aucune espèce de dignité philosophique, et on pourrait dire, je dirais sûrement, bien sûr, pour de bonnes raisons, la philosophie ne voulait pas entendre parler de désœuvrement, mais l'usage de Blanchot vise un désœuvrement de l'œuvre, dans l'œuvre et en quelque sorte par l'œuvre. Le désœuvrement de Blanchot, c'est l'œuvre elle-même se désœuvrant. C'est d'ailleurs exactement, je crois, sur ce motif que Blanchot m'a reproché à moi, et je dirais, non sans motif, parce que moi je n'avais pas été assez attentif à ça, et je ne m'étais pas arrêté sur cette considération. Donc Blanchot m'a reproché d'avoir parlé de communauté désœuvrée sans avoir envisagé quelle œuvre commune peut se désœuvrer. Alors, au fond, d'une certaine façon, on peut dire, bon, avec Agamben, s'agit-il de laisser ou faire se désœuvrer ou d'accompagner le désœuvrement d'une œuvre commune, ou simplement de n'importe quelle œuvre, comme par exemple l'achat d'une maison, comme le mariage, puisque là, pour reprendre la série de Paul. Donc je laisse cette question, parce qu'elle suppose évidemment peut-être une toute autre considération de l'idée même d'œuvre. Qu'est-ce qu'une œuvre capable de se désœuvrer, selon Blanchot, et au contraire, qu'est-ce qu'une œuvre qui peut être désœuvrée, mais comme en quelque sorte de l'extérieur d'elle-même. Bon, je préfère retenir ici un autre point qui me semble d'importance. Agamben précise que Paul n'est pas le tout du christianisme. Il dit au contraire que le christianisme a complètement trahi le message de son fondateur, Paul. Bon, or, je ne peux pas ne pas souligner la récurrence de ce motif de la trahison dans l'histoire du christianisme. Le christianisme a cette particularité qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans l'islam, dans les différents islams, et qui est tout autrement configuré, je dirais conformé à l'intérieur du ou des judaïsmes. Bon, et dans le christianisme, il y a quelque chose d'absolument constant qui est, qu'on pourrait appeler une sorte d'anabaptisme récurrent. Les anabaptistes voulaient refaire le baptême pour reprendre les choses à l'origine, dans une sorte de pureté originelle, qui était d'ailleurs pour les anabaptistes aussi une pureté politique. L'anabaptisme, au départ, moi, c'est le rêve d'une communauté primitive, bon, comme celle des apôtres, comme on sait, etc. etc. Bon, il y a, il me semble, une récurrence anabaptiste constante à l'intérieur du christianisme. Il faut rebaptiser le message, il faut retrouver sa pureté, il faut retrouver un communisme originel, mais ce qui n'est pas du tout évidemment ce que propose Giorgio, mais bon, ou retrouver quelque chose comme un désœuvrement, une pauvreté, ou ça c'est chez Nietzsche, ou un Christ sans doctrine. Alors à la limite, on a comme chez Nietzsche, un seul chrétien et il est mort sur la croix, un seul vrai chrétien, ou bien, qu'est-ce qu'on a? Que veut dire ce que je
permet d'appeler, peut-être avec une certaine violence, un anabaptisme de la trahison de Paul. Et je sais bien, je m'inclus aussi, moi-même au moins en partie, derrière la question de qu'est-ce qui se joue là et pourquoi est-ce que le christianisme est sans cesse en proie à cette espèce de démon, mais peut-être au sens de très bon démon, anabaptiste. Il est très remarquable que cela joue un rôle très remarquable, très souligné chez Heidegger. Donc, chez Agamben, avec le Paul de Agamben, le Paul trahi par tout le christianisme par la suite, cet anabaptisme, je veux dire, est porté à la hauteur d'une archéologie générale qui consiste à remonter, comme il le dit, à une certaine arché, un certain a priori historique et essayer de le neutraliser. Bien, mais là, question supplémentaire, on neutralise peut-être quelque chose du christianisme qui sont institués, du christianisme comme comme au-delà de la loi, mais est-ce qu'en même temps, on peut, comme ça, simplement de l'archéologie, reprendre un point, le point qui aurait été la désactivation déjà accomplie par Paul, et le transporter dans le présent? Autre question. Donc, si on peut, et on doit... 5 minutes, on va essayer, oui. Bon, je saute alors ça. Bien. Donc, voilà, cette façon d'user de l'histoire et des textes de l'histoire, bon, une fois Aristote, une fois Paul, et bon, évidemment, il faudra en citer d'autres, d'user de l'histoire comme n'en usant pas, je dirais, parce qu'au fond, c'est ça. Poser la question, Badiou devait en parler, c'est dommage qu'il ne puisse pas venir, de l'histoire selon Agamben, pose quelques problèmes. Or, on peut penser qu'elle est suspendue à une certaine manière heideggerienne de penser l'antériorité d'un rapport à l'être qu'aurait recouvert et oublié tout le cours du destin occidental. Or, je crois que la correspondance là avec Heidegger, elle est manifeste, elle est certaine. D'abord, c'est pas seulement parce qu'elle est, on pourrait dire, biophilosophique dans l'histoire de Giorgio, mais parce qu'il parle d'ontologie, il se réfère à Heidegger et à deux de ses descendants, d'ailleurs Schurman et Foucault, car Foucault est un descendant de Heidegger. Et enfin et surtout, voilà, c'est le dernier point, parce qu'il met en jeu, en parlant de l'usage, le terme heideggerien de Brauch. Alors, ce terme heideggerien est peut-être assez peu connu, mais et il n'est pas évoqué dans la conférence de Tarnac. Seulement, son emploi heideggerien a été discuté dans les usages du corps, et cette discussion très technique, évidemment, n'avait pas beaucoup de place dans l'exposé de Tarnac. Mais il n'empêche que j'en dis juste un mot. Heidegger parle de Brauch pour dire que l'être, Brauch, c'est-à-dire emploie, met à son service, se sert d'eux et aussi a besoin d'eux. Mais Heidegger le déplace encore le sens du mot en le rapprochant du latin fruit, cité à partir de Saint-Augustin, ce qui est aussi un cas un peu exceptionnel chez Heidegger. Et tout ça, Giorgio le cite, n'est-ce pas? Or, si l'être en quelque sorte, donc, jouit de l'étant, au sens de jouir, qui n'est pas directement ni exclusivement sexuel, mais qui est, jouir, goûter, savourer. Or, encore une fois, dans les usages du corps, Agamben se demande ce que ça peut vouloir dire, que l'être, alors disons simplement, même pas jouit, mais que l'être use, se sert de l'étant, et il pense pouvoir constater que Heidegger réduirait cet usage à une production selon l'énergeia aristotélicienne, et donc dans l'ordre de cet ergon qu'il s'agit pourtant de désactiver en argon. Alors, je ne vais pas entrer dans la lecture de Heidegger, et donc j'accélère infiniment. Je fais seulement remarquer que Heidegger a beaucoup repris ce thème du Brauch, ensuite, en particulier ça n'a rien à voir avec
l'antisémitisme dans les cahiers noirs. Il y a des notes abondantes sur le brauch, l'usage. Et, je pourrais dire tout simplement, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un ergone. Qu'il s'agit, au contraire, pour Heidegger, au fond, de ce qu'il appelle par ailleurs héraïsme. Il y a là tout simplement une divergence comme ça entre Agamben et Heidegger, à un endroit même où justement ils se touchent au plus près. D'une certaine façon, c'est peut-être chaque fois pareil. Aristote ou Paul ou Heidegger, il y a un point de contact qui est le point sur lequel l'archéologue met le doigt, qui est immédiatement suivi d'une divergence radicale et qu'on a du mal à saisir ensemble, c'est-à-dire le contact et la divergence. Et je vais vraiment terminer là, parce que je crois qu'il y va finalement dans ce rapport avec Heidegger, c'est-à-dire dans l'ontologie. Dans l'ontologie que Agamben dit modale, que Heidegger voudrait ne plus dire ontologie, ou que quelque part dans les Beiträge, il dit onto souligné et laisse logie un peu tomber comme de côté. Il y va de ce que Heidegger lui-même nomme dans les Beiträge l'unité authentique de la différence ontico-ontologique. C'est-à-dire que, je crois que la question à laquelle toute l'entreprise d'Agamben, la question qu'elle soulève est la question d'une certaine désarticulation, encore quelque chose en D, du mot ontologie. Jusqu'où, jusqu'à quel point et comment est-ce qu'il s'agit encore d'un logos de l'être, ou jusqu'à quel point et comment il s'agit d'un être qui n'aurait que à être et ne devrait pas être capturé dans quelque logos que ce soit. À cet endroit-là, je dirais d'ailleurs que l'entreprise Agamben procède assez parallèlement ou analogiquement à celle de Derrida. C'est-à-dire que ce que Derrida a cherché à penser par la différence et justement le dérangement du rapport être-étant comme un rapport de deux termes différents, mais je ne rentre pas plus dedans, évidemment ça n'a rien à voir avec le fait de faire traîner, de faire tarder, ce n'est pas une procrastination. Bon. Bien, de manière, encore une fois, je dirais, tout à fait analogue, le projet de la destitution suscite à la fois la levée d'un appel spirituel, un esprit ou une expérience au cœur qui n'est sans doute rien d'autre, en fin de compte, que l'expérience de l'être. Qu'est-ce que c'est que être? Bon, que Agamben choisit de traduire par vie et forme de vie. Bien. Mais il s'agit toujours de cela. Et l'ontologie modale n'est pas autre chose que la manière de réouvrir toujours la même question de l'être. Cette fois, je dirais peut-être, d'ailleurs, de manière à la fois très simple et très forte, très radicale, de être comme expérience d'être, comme fait d'être. Mais moyennant toutes les questions qui se posent ensuite au sujet de l'œuvre, etc. Bon. Donc je voulais seulement montrer, si vous voulez, aujourd'hui, que le projet de la destitution suscite à la fois cette levée d'un appel spirituel qui, alors, je dirais, pose seulement le problème encore supplémentaire de qu'appelle-t-on esprit. Et je ne dis pas que Agamben se sert du mot, mais je dis qu'on y est. Voilà, on y est dans user sans user, hein, désactivé par rapport à soi-même. Et en même temps, je crains qu'on court le risque de refermer, du coup, presque paradoxalement, de refermer l'ontologie sur une sorte de biologie dans laquelle la vie n'accéderait pas plus que l'être substantiel à son propre, ce que j'appellerais amuissement. Parce que s'il y a bien quelque chose dans le propos heideggerien
qui me semble être le plus vif, le plus fort, et ce à quoi il faut essayer quand même de rendre justice, c'est ce qu'on peut appeler l'amuissement de l'être, c'est-à-dire du mot être, c'est-à-dire que le mot être ne dise presque plus rien, tout en faisant encore entendre quelque chose, une certaine sonorité. À mon sens, parler d'ontologie modale est encore trop, ou pas assez. C'est-à-dire, ou bien ça laisse l'être sans aucune prise frontale, je dirais, en arrière, et en particulier, ça laisse derrière, et dans un certain silence, ce qui se rapporte à la mort. Comment la mort est-elle inscrite dans cette vie et dans ces formes de vie? Je crains que l'ontobiologie puisse être en elle-même divisée et que du coup, la politique destituée et déplacée soit vouée à la juxtaposition de deux quoi? De deux politiques, ou de deux sens, ou de deux régimes d'expérience. D'un côté, une cité douée de lois et d'œuvres, et de l'autre côté, des formes de vie, désactivant les œuvres, et en même temps, très énigmatiquement, pourtant heureuses, puisque le mot est là, et ce mot, évidemment, il dit bien ce qu'il dit. Donc je dirais, il n'y a pas de critique là, dans cette conclusion, comme cette critique suppose un point de vue, je sais pas, extérieur, supérieur, à partir duquel j'aurais mieux à proposer. Je n'ai pas mieux. Je pense simplement que ce que j'essaye de faire là, sur l'entreprise de Agamben est une manière d'exposer notre très commune, trop commune peut-être difficulté, qui n'est pas, je dirais, n'est pas finalement la difficulté d'une politique autre ou même déplacée, mais qui est d'abord celle d'un être ou d'un esprit attentif à sa propre stase, à sa propre pulsation et au tremblement de sa propre exposition. Merci. Commencer par répondre et puis après on prend des questions ou hein? On peut prolonger un peu. Mais on peut prolonger un peu là. Oui. Non mais le micro si vous voulez parler. Si tu veux parler. Non mais on a le temps puisque. J'ai juste marqué, comme ce que tu as dit, c'était quand même touché presque beaucoup des points essentiels. Je ne pense pas que je pourrais répondre à tout, mais donc j'ai marqué quelques points. Au début, tu m'as fait dire que je ne me préoccupe pas, là, tu l'as dit ça au début, de comment la politique s'est-elle mise en place, l'origine de la politique. Or, il me semble que dans Stasis, j'ai essayé de faire ça. C'est que je pense qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a que des processus de politisation et de dépolitisation. C'est ce que j'essayais de montrer dans Stasis. Non? Stasis comme seuil de politisation et dépolitisation. Moi, en général, je pense que, comme la philosophie, la politique n'est pas une substance, c'est une intensité. C'est une intensité qui peut parcourir n'importe quel domaine. Donc l'économie, la religion, hein, il y a toujours un point d'intensité où tout domaine se politise ou se philosophise, pour ainsi dire. Donc on a affaire avec des intensités, pas des substances. Mais là, je pense que tu serais d'accord. Donc, comme je pense que la politique... Non, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Pardon. Alors, comme je pense qu'il n'y a pas une substance politique, il n'y a que oui, processus de absolument. politisation et dépolitisation. Ouais.
Et je vais très rapidement, donc je vais marquer quelques précisions. Là, à un certain moment, tu fais une très forte opposition juste, dans un sens, entre théologie et politique. Et tu dis même qu'il y a là donc une opposition, presque une exclusion réciproque. Or, c'est en partie juste, mais tu oublies les problèmes de la sécularisation, les problèmes réels historiques, donc le problème que Schmitt a très bien montré, que tout concept politique est un concept théologique sécularisé. Donc il se peut que ce soit différent, mais il y a quand même ces processus de sécularisation, et donc la théologie est toujours là dans la politique. Et d'ailleurs, si on prend la tragédie grecque qui est au cœur de la polis, ce serait très simple de dire polis pour éviter police. La police. Bon. De dire quoi? Polis, au lieu que police, comme vous dites en français, Ah, oui. parce que ça évoque toujours les messieurs de la sécurité. Donc, Mais ça, c'est ce que Rancière fait. et la tragédie est au cœur de la police grecque, mais on voit bien que dans la tragédie, il y a de la théologie. C'est toujours un conflit entre le Dieu et la sphère de la police. Donc, je ne dirais pas qu'il y a vraiment une exclusion. Il y a un rapport compliqué. Autre précision, je ne dis pas que la politique capture la vie. C'est le pouvoir souverain qui, par son opération essentiellement juridique au début, capture la vie. Parce que là je crois qu'après tu as bien expliqué, c'est que dans la vie, il y a une politique qui est une autre politique par rapport à celle du pouvoir souverain. Un autre point, quand tu évoquais la contemplation, qui est justement, c'est très juste, et en effet, je me sers aussi de ces mots, je me sers du mot contemplation toujours dans ce sens de désactivation. La contemplation, c'est une opération qui désactive, c'est une activité qui va désactiver, donc c'est une forme de désœuvrement. Et là, une précision, tu me reproches de ne pas tenir compte du mot désœuvrement chez Blanchot, mais les Français oublient toujours que les gens n'écrivent pas en français. Moi, je n'écris pas en français, j'écris en italien. Et donc, chez moi, il n'y a pas les mots désœuvrement. C'est une traduction que moi-même je suggère, mais parce que j'aime bien les mots désœuvrer, donc je transforme en sens actif, comme s'il y avait, et il y avait un verbe désœuvrer. Mais moi, je me sers du mot inopérosità. Et donc, c'est rendre inopérant. Le désœuvrement, c'est une opération qui rend inopérant. Et là, les exemples, il ne faut pas les séparer du conseil d'usage, dans le sens que l'exemple que je donne toujours, très simple pour faire comprendre qu'est-ce que j'entends par inopérosità, désœuvrement, eh bien, c'est les poèmes. Parce que qu'est-ce que les poèmes si ce n'est pas une opération dans les langages, dans la langue, qui rend inopérant l'aspect communicatif, informationnel de la langue et ouvre le langage à un autre usage, qu'on appelle justement poétique. C'est très simple. Donc, on est toujours dedans. On ne sort pas. Le désœuvrement, quand tu dis justement chez Blanchot, c'est l'œuvre même qui se désœuvre, je serais d'accord. C'est dans la chose même. Le poème est fait de langage et c'est une opération. On peut dire que c'est la langue qui fait cette opération, ou c'est les poètes, n'importe. Mais elle est immanente. Là, je serais d'accord avec Bruce, c'est une opération immanente. Ce n'est pas que quelqu'un de l'extérieur désactive. Et là, pour finir... mais attends. Si elle est immanente, ça signifie que tu fais aussi l'œuvre. Enfin, peu importe. L'œuvre se fait et se désœuvre. Ou tu fais... Bon, voilà. C'est ça qui importe à Blanchot. Parce que Blanchot, pour Blanchot, l'œuvre, en fait, c'est la littérature. Donc, tu vois, tandis que toi, tu n'indiques pas quelque chose comme un régime de l'œuvre. Tu le tiens de côté et tu dis seulement désactivons. Non, mais quand j'ai fait l'exemple du poème, donc c'est évident. Le poème, c'est Oui, d'accord. Non, mais attends. Donc c'est une autre façon de concevoir l'œuvre et le rapport à l'œuvre.
Mais ce n'est pas une négation de l'œuvre. Je suis d'accord. D'accord. Et d'ailleurs, permets-moi là d'ajouter ceci, c'est que je me suis rendu compte maintenant que, en fait, que ce que Blanchot essayait de dire, a voulu dire dans la communauté inavouable, est peut-être très très proche de toi. Puisque oui, ce qui veut dire alors que moi je suis justement critique de l'opération de Blanchot, puisque je crois que l'opération de Blanchot consiste justement à, alors moi je dis désavouer, mais peu importe, à désactiver justement la communauté ou à désœuvrer la communauté dans son œuvre même, et qui, pas seulement le modèle, mais pas seulement le symbole, mais dont la réalité est donnée par le rapport de l'homme et de la femme dans le récit de Duras, qui est lui-même une œuvre littéraire. Et il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait seul à seul, qui est plutôt qu'il y a... Oui, si, il y a deux seuls. Il y a la femme seule qui part avec la communauté elle-même, en quelque sorte, et puis il y a l'homme seul qui reste du côté de la société, de l'institution, de la loi, etc. Non, je te signale ça, juste pour le plaisir que tu relises Blanchot. Votre dernier point, très vite. Les osmè chepo, les comme non. Si tu ris, c'est comme tu n'es rien, c'est comme ne rien pas. Si tu as une femme, c'est comme n'ayant pas une femme. Je ne crois pas qu'on puisse les lire seulement comme une spiritualisation. Là, c'est la mauvaise lecture que fait Scholem du christianisme par rapport au judaïsme, quand il dit que le christianisme n'est qu'une intériorisation, une spiritualisation du motif messianique judaïque. Non, là, je pense que les osmè n'est pas simplement une opération spirituelle, parce que Paul précise, fais-en usage. Il dit, si tu es né esclave, c'est pas le problème d'essayer juridiquement de te libérer et tout ça, mais si tu fais comme non, ça veut dire fais-en usage, fais usage de ta condition d'esclave. Oui, donc il dit c'est une façon de vie. Donc ce n'est pas une opération qui c'est ça que j'appelle spirituel, Giorgio. Bon, d'accord. Tu écris toi-même désactivé par rapport à moi-même. Voilà, c'est ça que j'ai pas d'autre mot. Je veux dire, ça veut... Bon, attends, tu as une femme, tu en uses. Non mais bon, ça c'est la faute de Paul. Hein, bon. Tu en uses comme n'en usant pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, peut-être, tu ne la considères pas comme ton bien. Très bien. Bon. Et où est cette chose-là? Alors, elle peut se traduire dans différentes formes de comportement. Oui, c'est une forme d'action. Elle ne veut pas dire c'est dans ta tête que. Mais l'esprit, c'est entièrement en action. Ah bon, donc, pardon, quand j'appelle ça spirituel, je dis c'est pas du tout que tu as une femme ou une maison, puisque toi tu as ajouté la maison aussi que j'ai trouvé. C'est pour ça que bon. C'est pas du semblant. Non, c'est pas du semblant. Bien sûr, c'est pas du semblant. Mais où et comment ça se passe, je vois pas bien comment le dire autrement qu'en termes d'esprit ou, si tu veux, alors en termes aristotéliciens, en termes de praxis, c'est-à-dire que ça ne produit rien. Donc justement, c'est hors de l'œuvre, mais c'est pas poétique, mais ça transforme le sujet de l'action. Bon. Oui, mais que veut dire, si tu prends la maison là plutôt que la femme, que veut dire c'est une transformation de quoi, dans la mesure où quand même il y a bel et bien une situation de... Voilà, et encore là on prend quelque chose d'assez grossier et qui est un peu facile de dire je ne suis pas propriétaire de ma maison, comme j'ai dit tout à l'heure, pour en faire du profit. D'accord. Bon, je peux ne pas avoir du tout cette mentalité-là. Mais je dis mentalité parce que je ne sais pas, pour trouver un autre mot, que c'est quand même une affaire de disposition. Non, mais cela peut impliquer, c'est à chacun de voir jusqu'à quel point il ira dans ces processus de désactivation.
c'est à chacun, selon les circonstances, de voir jusqu'à quel point il va, jusqu'au point de n'importe quoi. Oui, c'est pas de donner la maison, je sais pas, de ne pas non plus. Ça c'est à chacun de voir. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est à bien chacun sûr, de bien voir sûr. dans les contextes précis. Mais c'est à chacun. Mais c'est ce qu'on appelle l'usufruit, au fond. Hein. Pas l'usufruit, l'usage, parce que l'usufruit, c'est une figure du droit, c'est une institution juridique. Les franciscaines ne voulaient pas l'usufruit, l'usage juridique des choses, voulaient l'usage sans droit. Bien, on prend Pardon. quelques questions. Je vais juste faire une petite remarque à propos de Schmitt. Parce que tu te sers de ce modèle de la sécularisation qui est bien connu. Moi, j'en suis venu à penser que Schmitt se trompe complètement. Que c'est le contraire qui s'est passé. Il y a eu une théologisation chrétienne de la forme politique de l'Empire romain. Donc, la fameuse sécularisation, elle ne vient qu'après une théologisation. Alors, donc, et la théologisation, elle a été très précisément même la théologisation en termes d'église, d'ecclésiologie. L'Église fait partie, l'Église comme corps constitué, établissement dans son mode de fonctionnement, de gouvernement, fait partie de la théologie, parce qu'elle est, elle est le vicaire de Dieu sur la terre, etc. Et là, je crois que Schmitt a manqué quelque chose. Parce que la sécularisation, d'une certaine façon, peut-être que le retour, je dirais, pour le dire comme ça, c'est le retour de Rome. Dans tous les sens. Je crois qu'il y a quelque chose de juste dans ce que tu dis, mais ça ne contredit pas. C'est-à-dire, ce qu'on voit là, par exemple, au début, quand les rapports, quand on voit se mettre en place par Eusèbe, etc., les rapports entre l'Église et le pouvoir impérial, bien sûr, il y a échange des formules. Hein. Il y a certaines formules qu'on croit être très propres de la messe de l'Église, on les retrouve à la cour de l'empereur. Donc il y a un échange. Et donc théologisation. Mais ça n'empêche. L'histoire après, donc c'est qu'il y a toujours, il n'y a jamais vraiment une coupure. C'est pour ça que j'avais répondu. Il m'avait semblé que tu pensais qu'il y avait vraiment presque une exclusion réciproque des théologies et politiques. Non, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est qu'il y a toujours croisement, séparation, échange, théologisation, sécularisation. Toujours à partir du moment où il y a eu, disons, tout ce qui a commencé à mener vers l'État moderne. Et au fond, ça commence très très tôt. Hein. On peut dire même avant Charlemagne. Il y a toujours une méfiance foncière de l'État envers l'Église. On cherche toutes les ressources pour obtenir l'État. Théologique dans l'État où nous vivons. Non, parce qu'il ne faut pas confondre. Oui, mais bien sûr, mais il ne faut pas confondre quand même. Je ne pense pas qu'il y ait une séparation, jamais. Ce débat est très important, par exemple, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui, je vous déplace du sol occidental, par exemple, dans ce qu'on appelle l'islam politique. Moi, je conteste qu'il y ait un islam politique. Il y a de la théologie. Alors, le politique est utilisé ici comme dans l'islam politique pour détruire le politique, justement, ou user de certains moyens du politique pour asseoir le théologique. Là, user en usant. Oui, en en usant. Voilà. Donc, c'est un débat très important. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra... Mais moi, j'ai fait un constat purement factuel. Je n'ai pas une théorie de ça. Je fais un constat factuel. On voit dans l'histoire que théologie et politique se croisent et se séparent sans cesse. On voit dans l'histoire exactement le contraire. Ça, c'est une déformation des Français qui croient à l'État comme étant une chose indépendante de la religion. J'ai jamais vu une telle intolérance religieuse comme dans l'école française. Il y a une véritable intolérance religieuse. C'est-à-dire... Machiavel, qui est un Italien, chez Machiavel, c'est très clair. Machiavel, il dit les principautés religieuses n'ont pas les problèmes que moi je vois se poser aux principautés séculière, si tu veux. Parce que, c'est tout. Ça dit tout. Ça dit tout pour toute la suite. Ça dit aussi ce que Bayle a dit plus tard de Bodin. La République de Bodin est bonne pour un peuple d'athées. Il y a quelque chose qui est très, très profond là et qui
qui fait que Louis XIV fait tout ce qu'il peut contre le pape et que s'il pouvait... Il y a une lutte, bien sûr. Il y a une lutte parfois et coopération d'autres fois. Oui, Parfois, mais ils la sont en lutte, coopération ne parfois, veut ils pas coopèrent. dire, veut pas dire ce dont parle Féti, par exemple, quand il parle de l'islam se voulant politique. C'est autre chose qu'une coopération. C'est vraiment c'est une inclusion, une subordination, tout ce qu'on voudra. Donc, bon. Bon, on prend une ou deux questions pour s'il y a, à moins que... Oui, là, une question, et on s'arrête après. Merci beaucoup pour vos présentations et ces clarifications. En fait, j'ai juste une petite question sur la clarification. Encore une fois, si vous pouvez faire une clarification sur le concept du désœuvrement chez vous, Jean-Luc Lancy, et chez Agamben. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, chez Agamben, c'est-à-dire l'œuvre, le désœuvrement se fait à l'intérieur de l'œuvre, alors que chez vous, il y a une rupture entre ce qui était actualisé, activé, et ça a rapport aussi avec votre théorie sur le sens qui vient, ce qu'on attend sur le concept d'avenir qui a été repris, qui a été aussi théorisé chez Derrida. Et aussi, en relation de ça aussi, je voulais savoir comment vous pouvez reprendre aussi au reproche qu'on vous fait souvent sur que l'histoire elle n'a pas de place dans votre philosophie. C'est juste une question. On me fait ce reproche-là? Oui. Bon. Ça commence. Oui, ça commence, oui. C'est bon. Non, mais le désœuvrement, moi, je ne revendique pas de concept particulier de désœuvrement. Ça, je renvoyais là à Blanchot. Quand j'ai pris le mot désœuvré pour parler de la communauté désœuvrée, à laquelle Giorgio a répondu en parlant de la communauté qui vient, le mot désœuvré avait en fait une toute autre place, je dirais, une autre portée. Tout ça, ce sont encore une fois des questions de politique philosophique. Là, à cette époque-là, parce que c'est déjà loin quand même, de 83, la grande préoccupation était de se déprendre de ce qui paraissait comme un horizon totalitaire toujours possible à cause, je dirais, d'une fragilité intrinsèque de la démocratie. Et de toute façon, à un certain égard, on en est toujours là. Hein. Et donc, désœuvrer, se situer essentiellement par rapport à l'idée d'une politique qui conçoit la communauté, donc le peuple, et communauté était un mot encore à cette époque-là plus lourdement chargé par la proximité de la Gemeinschaft et de la Volksgemeinschaft nazie, alors qui conçoit donc la communauté ou la cité comme une œuvre à faire, à produire. Et là, on pourrait dire, c'était l'idée, puisque le mot de totalitaire qui a tellement été débattu, discuté, etc., je crois qu'il avait un sens, au fond, assez simple, qui était, c'est la politique qui peut-être même justement est en fait une outre politique, une manière de résorber la politique et d'aller au-delà, qui conçoit le commun, la collectivité, la société, la communauté, comme on voudra la nommer, comme une œuvre à réaliser, et une fois qu'elle est réalisée, on la présente et on se la présente. Alors, il y a 1000 témoignages dans ce sens, non seulement dans le totalitarisme, mais en remontant jusqu'à la Révolution française, et en partie jusqu'à la démocratie athénienne. Dans un certain sens, là, je sais, peut-être toi tu penserais aussi ça, genre tu aurais aussi cette image comme ça de la cité qui se célèbre elle-même, se reconnaît elle-même, et qui est d'ailleurs tout près de quelque chose comme une religion civile. Il ne faut pas oublier que si Socrate est condamné, c'est parce qu'il ne respecte pas les lois de la cité. Et donc la cité a une existence propre suffisamment, alors si on veut, sainte, sacrée, pour qu'on condamne quelqu'un à mort,
parce qu'ils ne respectent pas les dieux de la cité, non seulement les lois, mais les dieux. Les dieux et les lois d'Athènes sont extrêmement liés, bien qu'en même temps, le divin soit en train de foutre le camp tout à fait ailleurs. Hein? Théologie et politique, déjà en Grèce. Oui, mais justement, ça n'est pas une... Puisque, attends, tu vois, j'étais en train de commencer à dire, bien qu'en même temps, le divin fout le camp dans de toute autre forme religieuse, et la tragédie dont tu as absolument raison de parler, ça c'est vrai, mais la tragédie dont il faut jamais oublier, comme dit Brecht, que c'est en sortant du culte qu'elle est devenue la tragédie. Hein. Bon, la tragédie, elle est sur ce point, comme ça, extrêmement fragile, cet axe très mince. Mais en même temps, c'est vrai aussi que nous n'avons pas cessé, peut-être jusqu'à aujourd'hui, d'être dans le deuil de la tragédie, comme si elle représentait en effet un point de possible sacralité. Bon, alors voilà, donc dans Désœuvré, je l'ai pris comme ça, et je pourrais dire, le reproche de Blanchot, je l'ai complètement reconnu, sauf que j'ai trouvé qu'il était un peu vache, quoi, Blanchot, de ne pas me reconnaître le fait que j'avais essayé de parler aussi de la littérature, mais au sens, là aussi je dirais le plus fort, le plus large, au sens justement peut-être de l'usage de la langue, dans lequel la langue est désœuvrée de ses fonctions d'information, voire d'institutions juridiques, par exemple. Bon. Et alors, et j'en parlais parce que je disais, mettons dans une société qui ne peut pas se reconnaître, se présenter son propre édifice à elle-même comme son œuvre, dans quoi tout est accompli, eh bien, alors il se passe autre chose. Il se passe, oui, alors un échange, une transmission d'œuvres qui sont des œuvres se désœuvrant constamment elles-mêmes, principalement peut-être de langage, mais en fait, c'est tout l'art aussi qu'il faut convoquer à ce moment-là. Alors voilà pourquoi je peux reconnaître que je ne crois pas que je l'ai réemployé depuis, vous voyez, désœuvré ou désœuvrement. Non, j'ai laissé Giorgio en faire son... Il est temps qu'on dégèle. Et puis vous m'aviez demandé autre chose, pardon. Sur l'histoire. Ah, sur l'histoire, là je ne comprends pas. Je comprends pas, je me trouve au contraire accablé d'histoire. J'ai l'impression que je n'arrête pas de remonter en arrière. Et permettez que je fasse la scansion du point de vue d'un psychanalyste. C'est bien qu'on termine sur une non-compréhension. On s'arrête pour aller manger. On reprend à 15h avec une demi-heure de retard.